Caron, que j'ai moi-même eu le plaisir de croiser sur le terrain, de faire un terrain avec lui. C'était d'ailleurs mes premiers terrains dans le RER. Ça remonte déjà en 2004-2005 avec Sim Farraj et aussi Marcel Kuper qui nous a quittés cette année du Maroc, qui est maintenant en CIRAD. Donc, Patrick Caron, il est chercheur au CIRAD, il est vétérinaire, il est HDR en géographie et surtout, il a dirigé la recherche et la stratégie au CIRAD. Actuellement, il est vice-président à l'Université de Montpellier, chargé des relations internationales et qui draine aussi avec lui beaucoup d'expérience aussi bien sur le Maghreb que sur le Brésil notamment. Donc, il va nous parler aujourd'hui justement de ces enjeux globaux qui sont fortement territorialisés aussi. Donc, je lui donnerai la parole avec plaisir. Et juste pour un point d'organisation, donc Patrick prendra la parole en premier et je pense entre 30 et 40 minutes, on lui donnera la parole qu'il veut. De toute façon, c'est notre invité. Et après, on reprendra les questions des participants au séminaire. Moi-même et mes collègues, on va se charger de réunir un peu les différentes questions, aussi bien posées sur l'espace d'échange Zoom que sur la page Facebook pour le lui redire et lui redonner la parole par la suite pour échanger dessus. Donc voilà un peu l'organisation, comment on va faire pour cette séance-là et j'imagine que ça va être la même chose pour les séances prochaines. Patrick, à toi la parole. Merci beaucoup, Zakaria. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité, aux organisateurs du séminaire. En plus de ça, avec l'honneur donc de l'inaugurer, c'est vraiment un très très beau projet. Effectivement, je suis loin de vous, mais c'est peut-être le seul intérêt du contexte sanitaire actuel, c'est de pouvoir justement se jouer des barrières que nous avions entre nous auparavant. Donc, j'en suis très heureux. On avait convenu que je parle des enjeux globaux et du lien au territoire. Même si Zakaria l'a mentionné, je connais un petit peu le Maroc et le Maghreb, mais largement pas aussi bien que vous. Donc, je ne me permettrai pas trop de dire des bêtises, mais du coup, effectivement, au cours du débat, il y aura peut-être quelques exemples, mais surtout au cours du débat, on peut être amené à en discuter, sachant que je ne suis pas un sachant justement du Maghreb, même si je l'adore et j'adore y venir. Donc, un très grand merci. Et donc, je vais partager mon écran avec vous. J'ai préparé un support dont vous pourrez discuter bien évidemment, vous pourrez disposer bien évidemment par la suite. Voilà, je crois qu'il est visible. Il est visible, d'accord. Donc je vais commencer. Et effectivement, l'idée c'est de repositionner le territoire ensemble par rapport aux enjeux globaux et de manière probablement un peu renouvelée avec le contexte sanitaire que nous connaissons. C'est un peu le défi que nous nous sommes donné pour ce séminaire. Alors, je vais commencer de manière un peu... alors pourquoi ça ne marche pas? Excusez-moi. C'est l'intérêt de... Oui, voilà. Je vais commencer de manière un petit peu provocatrice et à nous poser un petit peu cette question-là, non pas par le secteur agricole, mais entrer plutôt par les questions alimentaires. Et avec, on se plaint très généralement du fait, j'ai réutilisé ce mot de malbouffe, qui est rentré pratiquement dans le vocabulaire habituel, et du fait que nos régimes alimentaires soient aujourd'hui déséquilibrés et porteurs de maladies. Mais dans le même temps, on oublie très généralement qu'on n'a jamais aussi bien mangé qu'aujourd'hui. Le meilleur indicateur, on est l'espérance de vie.
mais on peut en prendre d'autres, comme le temps que chaque ménage passe à préparer l'alimentation, le fait qu'on puisse, lorsqu'on malheureusement, plutôt lorsqu'heureusement on ne fait pas partie des 10% de la population mondiale qui n'arrive pas à avoir un accès à l'alimentation, qu'on puisse trouver de tout, à tout moment, à toute saison, qu'on n'ait pas affronté des pénuries, on dédie à l'alimentation un budget qui n'ait jamais été aussi faible en pourcentage de l'ensemble des budgets des familles. Donc voilà, on est confronté à ce paradoxe-là, où d'un côté, certains chiffres nous disent nous n'avons jamais aussi bien mangé dans l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui, et dans le même temps, dans les médias, on nous renvoie souvent l'image ou dans ce qu'on véhicule que l'on n'a jamais aussi mal mangé. Alors, quelle est la part dans cela des alertes, des fake news, que nous disent les connaissances, comment on peut traiter ce paradoxe? Je commencerai un petit peu par ça, et surtout en revenant sur ce qui a été la doctrine d'une certaine manière du XXe siècle, qui était de dire il faut produire plus. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire se produire plus? Revenons en 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale. On est au pic, comme on va le voir, juste après de la croissance démographique au niveau mondial. Et effectivement, dans de nombreux pays du monde, à ce moment-là, et en particulier dans le mien, ici en France, nous n'avions pas assez à manger. Il fallait produire plus. Et produire plus, c'était un souci absolument vital. Et ce qui conduit non seulement à les Nations Unies à créer des agences qui vont progressivement s'occuper de l'agriculture et de l'alimentation comme la FAO, mais aussi à convoquer un premier sommet mondial de l'alimentation en 1974, au cours duquel on va donner la première définition de la sécurité alimentaire mondiale. Donc vous la voyez à l'écran ici, mais j'insisterai surtout ici sur ce qui est souligné en rouge. Et à ce moment-là, la sécurité alimentaire, c'est d'abord une question d'approvisionnement. On craint de ne pas avoir assez. C'est d'abord une question au niveau mondial. On craint de ne pas avoir assez au niveau mondial. Et c'est aussi une question des échanges et de la maîtrise des échanges par la fluctuation des prix. Donc voilà la première définition de la sécurité alimentaire. Elle se donne au niveau mondial par une question d'approvisionnement. Et toujours au XXe siècle, chaque fois qu'on va avoir une révolte, qu'elle soit urbaine ou rurale d'ailleurs, c'est les manchettes de journaux du Monde ou de Libération au moment des émeutes dites de la faim. Chaque fois qu'on a une émeute, chaque fois qu'on a une révolte, chaque fois qu'on a un problème, on se dit il va falloir produire plus. Avec cette hypothèse que vous voyez symbolisée sur la gauche, ou ce postulat plutôt qu'une hypothèse, qui est que si on augmente la production agricole, on augmente nécessairement la sécurité alimentaire. Ça, c'est le XXe siècle. Alors, remettons-le en perspective d'une trajectoire plus longue et de données. Là, vous avez sur ce graphe l'évolution de la population mondiale depuis l'an zéro jusqu'à maintenant. Et vous voyez cette inflexion absolument incroyable en 1800, qui est le début de la transition démographique, c'est-à-dire que la mortalité se met à baisser très subitement, amélioration des conditions de vie, santé, alimentation. Et dans le même temps, les taux de natalité ne baissent pas encore, ils ne vont baisser que 40-50 ans plus tard. Et c'est ça qui génère cette augmentation démographique d'une situation où on passe d'un taux de mortalité et de natalité élevé à un taux de mortalité et de natalité faible, avec un décalage de 30, 40, 50 ans entre les deux. Et vous voyez donc cette augmentation de la population absolument incroyable qui fait dire à Malthus, ici, un économiste, que ça ne va pas le faire parce que la population, elle augmente tellement qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir l'alimenter. Donc, lui va proposer des solutions qui ne sont pas nécessairement
acceptable au vu des valeurs et des croyances d'aujourd'hui. En tout cas, il a le mérite de mettre sur la table le fait que le croît démographique et la capacité à alimenter la population ne sont pas en phase. Et quand on regarde, donc là je vais regarder sur une période plus rapprochée entre 1960 et 2015 à peu près, hein, vous voyez que la population va passer là de 3 à 7 milliards d'habitants. Et quand on regarde pendant cette période-là, ce que donne la productivité, hein, vous voyez les chiffres de 1960 à 2005, ce que donne la productivité agricole dans les différentes régions du monde. Pour chaque ligne, vous avez une région du monde dont le code est marqué en bas à gauche sur la carte ou dans la légende à droite. Et là, derrière ces chiffres, nous avons des millions et des millions de données du système FAO-Stat où on va additionner les poissons, les carottes, les poires, le fromage, etc. en kilocalories, en équivalent kilocalories végétales par jour et par hectare cultivé. Et vous voyez que dans toutes les régions du monde, cette productivité, pendant cette période, va augmenter. Alors, elle va exploser et être multipliée par 3 dans certaines régions du monde. En Asie, en particulier, grâce au contrôle de l'irrigation de l'eau et les doubles et triples cultures qui sont rendues possibles. C'est la ligne bleue. Dans les pays de l'OCDE, grâce à la mécanisation, à l'augmentation de la productivité du travail par les mécanisations, c'est la ligne jaune. En Amérique latine, la courbe orange, vous voyez l'effet de la déforestation et de la mise en culture de l'Amazonie avec le Brésil qui devient le grenier du monde à partir des années 90-95. Mais également, contrairement aux croyances habituelles, en Afrique subsaharienne, vous voyez que la productivité est multipliée par 2 durant la période. Pour reprendre le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, vous voyez qu'on n'est pas en reste, elle est là multipliée par 3. Là aussi, entre autres, grâce à la maîtrise des ressources et l'utilisation des ressources hydriques, mais partant d'un niveau plus faible au départ et en particulier lié à l'aridité du climat, elle reste en dessous des autres lignes. Mais vous voyez quand même que la productivité est multipliée par 3 pendant cette période. Alors, on connaît bien les raisons de cette augmentation de la productivité. Elles sont symbolisées sur ces quelques photos. C'est le recours à l'énergie fossile et à la mécanisation que vous voyez à gauche. C'est le recours à la chimie. C'est la connaissance de la génétique et l'amélioration. C'est l'irrigation et la mobilisation des ressources en eau, qu'elles soient de surface ou souterraine. Et puis, c'est la spécialisation avec une tentation à industrialiser l'agriculture et avec le postulat que l'augmentation, plutôt que la spécialisation et la limitation et le contrôle de la diversité permet d'augmenter les rendements. Donc, ce sont cela qui a permis cette augmentation de la productivité. Quand on met en relation, sur cette même période 1960-2005, les données d'augmentation de la population, vous voyez cette même augmentation là, de la population qui va passer de 3 milliards à 7 milliards d'habitants au niveau planétaire, doublé, avec un ratio qui se modifie entre la population rurale et la population urbaine. On est aujourd'hui plus d'urbains que de ruraux, ce qui n'était pas le cas auparavant. Eh bien, vous voyez cette courbe, elle est vraiment intéressante. C'est que dans le même temps, grâce à cette augmentation de la productivité, le disponible par personne a continué à augmenter progressivement. C'est-à-dire que nous sommes passés en gros de 2500 kilocalories par jour et par personne en 1960 au niveau mondial à 3000 en 2003. C'est-à-dire que non seulement la population double, mais on est capable d'accompagner par la production cette augmentation de la population et en plus de ça, d'augmenter le disponible. Et tout ça parce que la production
de biomasse alimentaire va être, pendant la même période, multiplié par 2,5. Donc on double la population, on multiplie par 2,5 la production et on augmente ainsi le disponible par jour et par personne. Alors, bien évidemment, là, c'est au niveau global. Ça ne veut pas dire que tout le monde a à manger à sa faim. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais problèmes d'approvisionnement et d'accès, soit pour certaines catégories sociales ou socio-professionnelles, soit dans certains pays, en particulier ceux touchés par une famine, par une crise politique, par un conflit, par une difficulté d'accès. Mais globalement, au niveau mondial, rappelons-nous de ça. On a doublé la population, on a multiplié par 2,5 la production, et donc on a augmenté le disponible. Et donc, d'une certaine manière, grâce au génie humain et à la modernisation de l'agriculture, on a été capable de déjouer les projections de Malthus. Là, sur cette courbe, vous avez les deux mêmes données sur la même courbe, avec la courbe rouge qui symbolise le disponible. Pardon, ce n'est pas les mêmes données exactement. La courbe rouge, la ligne rouge dont vous avez la légende à gauche avec le disponible en kilocalories par jour et par personne, symbolise à peu près la même chose que l'histogramme que vous avez en arrière-plan à droite. On passe de 2500 à 3000 kilocalories par jour et par personne en disponible alimentaire. Et puis la courbe bleue, elle est intéressante parce qu'elle montre, la légende est à droite, elle rend compte du nombre de personnes qui souffrent de la faim, qui sont sous-alimentées. Et vous voyez que malgré l'augmentation du disponible par jour et par personne, nous n'avons pas été capables de limiter le nombre de personnes qui souffrent de la faim. Il est bon an, mal an, entre 800 et 900 millions de personnes au niveau mondial. Donc un peu plus de 10% de la population mondiale aujourd'hui. Vous avez un pic là en 2008, c'est au moment des émeutes dites de la faim, avec une volatilité des prix qui rend l'accès difficile. On a dépassé le milliard de personnes, mais si on ne considère pas ce pic-là, on est en gros à 800, 830, 850, 900 millions de personnes, donc entre 800 et 900, qui souffrent de la faim dans le monde. Et elles ne souffrent pas nécessairement de la faim parce qu'au niveau mondial, on manque d'alimentation. C'est ce que les autres données montrent, même si demain l'équation peut se poser autrement. Mais en tout cas, aujourd'hui, et on a même vu qu'on avait augmenté le disponible, mais elles souffrent de la faim essentiellement pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, parce qu'elles sont dans l'extrême pauvreté ou la précarité, parce qu'elles sont en situation de conflit dans leur pays ou en situation de famine liée aux événements climatiques. Tous ces différents processus se renforçant les uns les autres. Donc, et c'est là que je voulais en arriver, en tant que conclusion, on a déjoué les prophéties de Malthus, on a augmenté le disponible alimentaire et on n'a pas résolu la question de la faim et de la sous-nutrition. Alors, certains diront, oui, mais avec un chiffre constant de 800-900 millions, en fait, puisque la population a été multipliée par 2 dans le même temps, on a diminué par 2 le problème de la faim en pourcentage. Bon, c'est vrai. On aurait pu espérer qu'avec une telle disponible, on puisse carrément le résoudre. On ne l'a pas résolu. Et dans le même temps, en plus, on a vu d'autres problèmes émerger liés à l'environnement, liés au climat. Celui que je viens de souligner de justice sociale, et puis accompagnant ces problèmes de faim et de sous-nutrition, l'explosion, l'émergence et l'explosion de problèmes alimentaires qui ne sont pas uniquement liés à la sous-nutrition. Donc pour résumer cette première partie, une transformation admirable de l'agriculture qui a permis de déjouer les projections malthusiennes, une augmentation du disponible, une incapacité à résoudre les problèmes de faim et de nombreux problèmes émergents. Ça nous amène au XXIe siècle à revoir complètement
le rôle de l'agriculture et les fonctions de l'agriculture. Alors déjà, on avait un peu anticipé ça, hein, en la deuxième définition, même pas la deuxième, ça doit être la troisième, parce qu'en 83, la FAO avait donné une définition intermédiaire, déjà en montrant l'intérêt de pouvoir garantir l'accès de tous les ménages et tous les individus à l'alimentation. Mais en 96, lors du second sommet mondial de l'alimentation, on dit bien à ce moment que la sécurité alimentaire, ce n'est plus uniquement une question d'approvisionnement et d'offres. C'est aussi une capacité d'accès. Et on lui donne 4 dimensions que vous voyez en bas sous forme de tiret, et pas uniquement celle de la disponibilité, celle à laquelle on s'était intéressé en deuxième partie du XXe siècle. Alors, si on regarde les chiffres aujourd'hui, on a bien toujours ces 800 millions, plus ou moins, de personnes qui souffrent de carence énergétique, mais on a aussi 2 milliards de personnes qui souffrent de carence en micronutriments, essentiellement en fer, en vitamine A, en iode, avec tous les problèmes et les pathologies qui sont associés. Et puis, on a une explosion des problèmes de surpoids et d'obésité, avec un chiffre qui augmente. Il a été multiplié, lui, par 10 en 40 ans au niveau mondial, mais il augmente dans tous les pays du monde. Et on n'est pas du tout uniquement sur une question, la faim chez les plus pauvres et l'obésité chez les plus riches. L'obésité atteint effectivement aussi les catégories socio-professionnelles les plus démunies, et souvent même de manière assez dramatique et prioritaire, avec dans les mêmes fratries des enfants qui souffrent de surpoids ou d'obésité et d'autres qui souffrent de carence énergétique. À tel point qu'aujourd'hui, alors on ne va pas additionner 800 millions, 2 milliards, 2 milliards, parce que ces problèmes se recouvrent pour partie, mais en gros, on estime aujourd'hui qu'une personne sur 3 est en situation d'insécurité alimentaire, et qu'on a là, y compris en contexte de pandémie, le problème numéro 1 de santé publique. Je reviens juste sur la question du surpoids et de l'obésité. C'est pas tant un problème sanitaire en tant que tel, c'est plutôt les maladies qui sont associées, en particulier cancer, diabète et maladies cardiovasculaires. Donc, le régime alimentaire est devenu aujourd'hui l'un des facteurs majeurs de santé publique. Vous voyez ici en haut à droite le rapport du High Level Panel of Experts, du Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale, le groupe d'experts de haut niveau. Et ce rapport, qui fait une synthèse en 2017, montre bien la rapide transformation des régimes alimentaires, en lien avec mondialisation et urbanisation et évolution des revenus, mais aussi le fait que de plus en plus de personnes soient exposées, alors ce terme il est intéressant, à de nouveaux environnements alimentaires. C'est-à-dire que le choix de consommation n'est plus uniquement un choix individuel, n'est pas uniquement un choix individuel d'un individu qu'il faudrait blâmer ou rendre coupable ou responsable de ses propres problèmes, mais nous avons bien un environnement culturel, social, économique qui conditionne nos choix, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils aient des conséquences négatives et positives, depuis les normes culturelles que nous connaissons bien jusqu'à tout ce qui concerne la publicité, les taxes, les subventions, l'information, les labels, et la manière dont le consommateur est donc informé. Et donc, aujourd'hui, non seulement les régimes alimentaires sont au centre des questions de santé, mais ils sont aussi, et on en a de plus en plus conscience, et vous, la jeune génération, avez de plus en plus conscience que ces choix-là impactent l'environnement et la santé de la planète. Alors, il serait assez inopportun de penser qu'on a un seul problème là, Il faut bien arriver à distinguer ce qui relève de la difficulté d'accès à l'alimentation en raison de la pauvreté, en raison des injustices, en raison des émeutes. Et ça, moi, je le vois dans le métro parisien ou les rues de Montpellier de la même manière que je peux le voir dans d'autres pays. Ce qui est de l'ordre aussi des conflits et des famines
qui sont liées plutôt à une région ou à un pays dans le monde pour des raisons climatiques ou politiques. Ce n'est pas du tout les mêmes problèmes. Et le troisième, qui est un raisonnement assez complexe au niveau planétaire, de se dire finalement, puisqu'on ne peut pas tout produire partout, qui doit nourrir, qui doit produire l'alimentation, quelle alimentation produire et comment on peut garantir pour des modes de consommation différents les échanges et les marchés. Et vous voyez par rapport à ça, pour revenir sur mon paradigme du XXe siècle, que l'option qui était la nôtre au XXe siècle, et à juste titre, compte tenu de l'explosion démographique, n'est plus pertinente aujourd'hui. On ne peut plus raisonner uniquement en se disant il faut produire plus. Produire plus, ça voudrait dire qu'on manque et qu'on est en pénurie globale au niveau mondial et que produire plus pourrait résoudre ce problème. Je vous ai montré à quel point c'était faux aujourd'hui. Même en produisant plus, on ne résout pas le problème. Et en plus, on en génère d'autres. La deuxième hypothèse qui est derrière produire plus, c'est qu'on serait finalement capable de, quand il y a une crise quelque part, d'accompagner les crises et de compenser et de transférer l'aliment de là où il est produit vers là où il est nécessaire. Et donc, on serait capable d'empêcher les famines. On a vu que c'était faux aussi. Et donc, on aurait produire plus pour résoudre les questions de sécurité alimentaire nous amènerait à une double erreur, même si la question de produire plus reste complètement pertinente pour d'autres raisons, en particulier celle du changement climatique et celle des maladies, mais nous amènerait à une double erreur. Premièrement, on serait, comme l'histoire l'a montré, incapable de faire disparaître pour autant les problèmes d'insécurité alimentaire. Et deuxièmement, on laisserait de côté, pour reprendre l'expression de l'agenda 2030, de nombreuses questions, et en particulier les questions de justice sociale et les questions d'environnement qu'on ne traiterait pas. Et donc, cette rupture importante, vous reconnaissez sur la gauche mon paradigme du XXe siècle, à savoir augmenter la production et améliorer l'approvisionnement conduit nécessairement à la sécurité alimentaire. C'est le XXe siècle, à une bascule au XXIe siècle où la transformation des systèmes alimentaires se retrouve au cœur des questions de santé des écosystèmes, de justice sociale et de santé humaine. Et du coup, on n'est pas uniquement sur, pour faire référence aux objectifs de développement durable de l'agenda 2030, sur l'ODD 2, production et sécurité alimentaire, on est bien sur la manière dont les systèmes alimentaires permettent d'améliorer et d'atteindre l'ensemble des objectifs de développement durable, le 1 sur la pauvreté, le 3 sur la santé, le 5 sur l'égalité des sexes, le 6 sur la question des ressources en eau, le 8 sur la croissance économique, le 12 qui lie consommation et production, le 13 sur le climat, le 15 sur les écosystèmes. J'aurais pu en prendre d'autres, en fait tous. Et c'est pour ça que le secrétaire général des Nations Unies a demandé à ce que soit organisé en fin d'année, en septembre, à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, un sommet sur les systèmes alimentaires. Ce n'est pas le sommet de l'agriculture, ce n'est pas le sommet de l'alimentation, c'est un sommet sur les systèmes alimentaires et ça correspond bien à cette conception-là. Et je vous avais mis à gauche tous les rapports du HLPE, j'en ai cité un tout à l'heure, le groupe d'experts de haut niveau du Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire. Si vous tapez sur Google HLPE, vous pouvez les télécharger tous. Ils font des points précis sur certaines questions. Et en fait, par rapport à cette équation simple, monodirectionnelle du XXe siècle, on se retrouve aujourd'hui avec des équations complexes où l'agriculture est au cœur d'enjeux qui touchent à de nombreux secteurs. Si on prend la question agricole,
la question environnementale, pardon, je vous ai mis ce diagramme, ce schéma bien connu de limite planétaire. C'est une des premières fois où on va en parler dans ce terme-là, dans un article publié par Rockström et ses collègues dans Nature en 2009, et qui montre qu'on a dépassé pour la biodiversité et pour le cycle de l'azote les limites planétaires, et que les 9 critères que vous voyez ici sous forme de camembert, en fait, sont interdépendants et qu'on met en jeu les équilibres, l'ensemble des équilibres planétaires. Et eux-mêmes commencent à le dire, mais ensuite on aura de plus en plus de rapports qui le disent. L'agriculture et la transformation agricole n'est pas pour rien dans ce processus-là. Et cette question-là, elle va faire en sorte que l'agriculture et l'environnement, pendant longtemps, vont être les frères ennemis. On ne va pas pouvoir parler d'agriculture dans une enceinte environnementale parce qu'on sort avec un jet de tomates et de pourris, et de l'autre contraire, si on parle, je ne sais plus dans quel sens je l'ai dit, mais on va sortir avec du goudron et des plumes. C'est-à-dire que le dialogue était devenu complètement impossible jusqu'au début des années 2000, où on va quand même finalement se dire « Ah ben tiens, l'agriculture, c'est aussi une partie, si c'est le problème, c'est aussi une partie de la solution. Et en transformant les pratiques agricoles, on peut aussi jouer sur les questions environnementales. Ça va être le cas sur les questions locales, de pollution, en particulier la biodiversité ou les pollutions, par exemple de la nappe phréatique. Et progressivement, on va voir aussi ces questions s'installer à partir des années 90. Elles émergent avant, dans les années 70 avec le Club de Rome, et puis dans les années 80 avec les notions d'éco-développement. Mais à partir des années 90, on va au niveau mondial se mettre d'accord après le sommet de Rio en 92 pour élaborer 3 conventions environnementales, une sur le changement climatique, une autre sur la biodiversité, une autre sur la dégradation des terres. J'illustre ça par les photos que vous voyez. De la même manière, l'agriculture, elle est au cœur des revenus, tout simplement parce que l'agriculture reste le premier employeur mondial. L'agriculture emploie aujourd'hui 500 millions de ménages, c'est-à-dire en gros 1 milliard à 500 millions, 2 milliards de personnes, c'est-à-dire 30% de la population mondiale vit aujourd'hui directement de l'agriculture. Et avec ce paradoxe absolument incroyable, ce sont justement les populations les plus pauvres, et que celles qui sont censées nourrir les autres sont généralement celles qui souffrent le plus des problèmes de sous-alimentation. Et derrière cette question d'un secteur agricole capable ou non de générer des revenus décents, dans le sud, mais aussi dans le nord, ce n'est pas uniquement une question du sud, et les crises qu'il y a eu en Bretagne au cours des dernières années en France le montrent bien, sont fondamentalement associées à la question de la cohésion territoriale et à la question des conflits et des migrations. Troisièmement, l'agriculture, bien évidemment, mais ça, c'est pas nouveau, elle est au cœur des questions de sécurité alimentaire, de nutrition et de santé, et pas uniquement sous l'angle de la calorie que j'ai abordé tout à l'heure, mais aussi des micronutriments qu'on peut trouver dans les fruits et légumes, de la protéine qui puisse, avec en particulier les apports sous forme de protéines animales, que ce soit les produits d'origine animale comme le lait, le fromage, les œufs ou les produits animaux eux-mêmes. Donc ça, je serai rapide, mais l'agriculture et la nutrition ne sont pas l'unique pilier des questions de santé. On en voit bien d'autres qui sont de l'ordre des infections alimentaires, ce que j'ai sur la gauche avec des produits en général périssables ou sujets à souillure et contamination, en particulier les produits d'origine animale ou les fruits et légumes, mais aussi des problèmes que l'on voit émerger à partir des aliments que certains baptiseront ultra transformés ou d'autres riches en sucre, en graisse et en sel, avec cette question de l'obésité, mais aussi celle de la présence de résidus rémanents d'origine chimique, de perturbateurs endocriniens, et celle des maladies émergentes zoonotiques. Je le symbolise ici par l'exemple d'une recherche sur la grippe aviaire. L'agriculture est aussi
au centre des questions énergétiques, non seulement parce qu'elle consomme et qu'elle est un gros consommateur d'énergie et d'énergie fossile en particulier, mais parce que dans le même temps, elle est aussi dans certains cas, que ce soit du bois de feu comme on l'a à gauche, ou des cultures dédiées de biocarburants comme je l'ai sur le schéma à droite, l'agriculture est à la fois pourvoyeuse et demandeuse d'énergie, et cette question se pose dans des registres extrêmement divers selon les pays et selon les modalités de production énergétique des pays. Et puis, vous le savez bien, toutes ces équations-là, elles se jouent dans des contextes en transformation rapide, celle de l'urbanisation à gauche, et celle des dérèglements climatiques, pas uniquement la température, mais aussi les précipitations, l'hygrométrie et tout ce qui va avec, et les événements extrêmes sur la droite. Avec, dans ce contexte, urbanisation et dérégulation climatique, quelque chose qui était totalement imprévu, inattendu, et qui est l'arrivée de la pandémie Covid. Encore une fois, il y a un rapport du HLPE à ce sujet-là, qui n'a pas atteint directement de manière dramatique, comme en 2008, l'approvisionnement global, parce qu'on était justement, quand la pandémie est arrivée au niveau mondial, plutôt en situation on était loin d'une situation de pénurie et les stocks étaient suffisants. On n'a pas observé un processus de fermeture des frontières, de blocage des flux et d'hypervolatilité des prix qui aurait été absolument dramatique. On n'a pas observé, pour le dire autrement, je ne sais pas comment ça s'est passé au Maroc, mais en France, dans un premier temps, les gens se sont rués sur les rayons de papier toilette et de sucre qui n'étaient absolument pas près de manquer. Mais voilà, on n'a pas observé ça sur l'alimentation, fort heureusement. Ça aurait été encore plus dramatique. On a observé des contraintes dans certains pays à la mobilité des personnes pour la mobilisation de main-d'œuvre, quand cette mobilisation reposait sur des mobilités physiques et de la migration. Et surtout, ce qu'il faut craindre à l'avenir, c'est la manière dont la crise économique et sociale, qui ne fait que commencer, va affecter les pouvoirs d'achat et plonger un grand nombre de ménages dans l'insécurité alimentaire. Mais ça, ce nouveau contexte de Covid nous amène probablement à revoir les questions qu'il faut se poser. À le revoir de manière complètement renouvelée. Vous voyez ce vilain petit virus en haut à gauche. Et ça, c'est la manière dont on a résumé le contexte à l'occasion de la 4e conférence Global Food Security, sécurité alimentaire mondiale, qui a eu lieu en décembre, qui devait avoir lieu à Montpellier, qu'on a organisé en virtuel en décembre. Et l'enjeu maintenant est de savoir non seulement la question 1, Q1, que j'ai figurée en haut, qui est celle que j'ai traitée avec vous pour partie depuis tout à l'heure, qui est de voir comment la transformation des systèmes alimentaires permet ou non l'atteinte de l'objectif de développement durable 2, la sécurité alimentaire. C'est la question assez classique. Mais l'autre question est de savoir comment la transformation des systèmes alimentaires peut contribuer ou non à construire un nouveau monde. Alors, vous voyez sous forme d'ellipse la manière plus ou moins incrémentale ou transformationnelle de pouvoir reconstruire ce nouveau monde demain. En gris, il s'agirait finalement d'arriver à gérer les effets de la pandémie. En jaune, il s'agirait de revenir à une situation antérieure. En vert, il s'agirait de profiter, entre guillemets, de manière opportuniste de la pandémie pour se dire on reconstruit un monde meilleur. Et en orange autour, et c'est un peu décalé, de se dire profitons de ce qui vient de se passer pour transformer les systèmes alimentaires et reconstruire un monde différent au regard des objectifs du développement durable. Et vous voyez que donc du coup que la transformation des systèmes alimentaires va œuvrer de manière complètement différente et différenciée et jouer un rôle absolument incroyable dans le monde de demain. Alors là-dedans, on célèbre le local. Et je ne sais pas au Maroc, mais en tout cas
en France, on retrouve le terme de souveraineté qu'on avait oublié ou qui était délaissé en général à des courants et des mouvements alternatifs. Et là, tout d'un coup, le mot souveraineté redevient important au niveau local ou au niveau national, y compris dans les termes des politiques de mon pays, et pas uniquement pour s'approvisionner en masques. Et vous voyez, on voit très bien que cette célébration du local, en fait, elle est fantastique parce qu'elle se place à la rencontre, d'un côté, du rejet de tout ce qui était négatif lié aux échanges à longue distance, que ce soit les empreintes sociales ou environnementales négatives, mais aussi à cette perte de repères des populations dans un territoire, c'est de dire une usine s'en va, on ne peut pas maîtriser, un transformateur s'en va, on ne peut pas maîtriser. Donc le souci de retrouver localement et territorialement une maîtrise et un contrôle de ce qui va advenir dans le futur. Et donc de l'autre côté, elle rencontre quelque chose sur lequel on était nombreux, et j'en fais partie, à militer au cours des dernières années, qui disait il faut valoriser des circuits courts, il faut valoriser des circuits territoriaux, il faut recréer un pacte local autour de l'activité rurale, autour de l'alimentation, parce que c'est le seul moyen de cette construction locale d'arriver à rencontrer des objectifs du développement durable, à créer du lien social, à créer de l'emploi du sang. Vous voyez qu'en fait, cette célébration du local, dont on peut vraiment se réjouir, elle est à la convergence de ces deux mouvements. Et du coup, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans maintenant qu'on parle de territoire, et le mot territoire vient vraiment sur toutes les lèvres et salué comme quelque chose de fantastique. Il faut quand même qu'on revienne aux origines du mot territoire. Le mot territoire, il vient essentiellement de deux origines. La première, dans le domaine de l'éthologie et de l'analyse des comportements animaux, c'est le contrôle par des animaux d'une partie d'espace. Vous voyez le lion pour figurer ça. Et le second, c'est la capacité à construire des empires et à contrôler des parties de territoire. Tout cela, c'est aussi pour attirer votre attention sur le fait que le territoire, ce n'est pas forcément quelque chose de durable pour autant, cette notion-là. Et cette notion, elle fait bien écho au fait que derrière territoire, il y a une polysémie, bien sûr, mais en gros, on parle bien d'une partie d'espace qui appartient à un groupe social qui s'est doté de mécanismes et de gouvernance et de contrôle. Ce n'est pas forcément un territoire administratif. Et comme je le disais juste avant, ce n'est pas nécessairement durable. Mais en tout cas, ce sont des institutions qui permettent donc de se projeter ensemble dans le futur et d'avoir un projet commun. Et cette redécouverte des espaces subnationaux qu'on célèbre aujourd'hui, ça permet, ça on y travaille depuis 30, 40 ans pour certains, d'assurer la production ou la gestion de biens publics. Et on est pile poil dans la continuité des travaux d'Elinor Ostrom, qui reçoit pour ça le prix Nobel d'économie en 2009. Et elle travaillait en grande partie sur les questions de gestion collective de la ressource hydrique. Vous pouvez voir très bien à quoi je fais référence. Mais on est aussi sur la question du territoire pour promouvoir des initiatives privées, pour s'appuyer sur les liens entre les personnes et le capital social, pour diminuer les coûts de transaction, pour minimiser les risques en jouant sur les relations de confiance et la gestion des risques, pour améliorer les processus d'apprentissage, toujours grâce à ce capital social. On va mettre en avant de manière vertueuse cette question du territoire et avec parfois une réinterprétation du mot terroir par rapport à son usage premier. Dans le domaine alimentaire, on va donc parler, entre autres, de produits du terroir. Alors là, vous en avez un exemple dans le cadre du vin, où vous voyez que dans les années 60, on passe à une hyper-consommation d'un produit dans les années aujourd'hui, à une consommation d'un produit en qualité beaucoup plus modeste, mais de plus haute qualité, qui est beaucoup plus cher, mais qui permet aussi à une profession d'en vivre très bien. Ça, c'est la métaphore que j'utilise quand j'en discute avec des responsables d'organisations professionnelles agricoles qui me disent « oui, mais il faut produire plus ».
Je dis non, oui, dans certains cas, il faut. Mais produire mieux peut aussi être générateur de conditions de vie meilleures et de conditions de revenus meilleures. Bon, j'ai pris cet exemple-là, mais vous voyez ce que je veux dire derrière produit du terroir, et je pense que j'aurais pu, mais vous le ferez mieux que moi, prendre l'exemple de l'huile d'argan au Maroc. Et donc derrière la notion de territoire, et là on a un ouvrage et puis une conférence qu'on avait réalisée en 2017, on voit bien qu'on a quelque chose qui est un concept qu'on va appeler connectant. C'est-à-dire, ce n'est pas une structure passive, le territoire. Il a des institutions qui sont performatives, qui transforment. C'est aussi un cadre analytique pour penser la régulation publique, pour renforcer les actions collectives, pour pallier les défaillances d'État et de marché, pour construire l'action publique en la connectant à l'action collective. C'est quelque chose qui va nous permettre de connecter des problèmes spécifiques au niveau local, mais je y reviendrai après, aux défis globaux. C'est ce qui va nous permettre, avec l'exemple des délocalisations industrielles que j'ai pris tout à l'heure, de nous dire oui, c'est important qu'il y ait une vie et des institutions au niveau territoire pour que l'organisation des filières puisse contribuer aux 3 dimensions du développement durable. Puis enfin, cette notion de territoire, elle permet une réinterprétation du lien ville-campagne qui est si fondamental et essentiel à l'heure où ces mouvements sont importants, où l'urbanisation est importante, et dans le même temps, c'est le cas de mes enfants, où on ne sait plus en ville comment on produit des nuggets et s'ils ne poussent pas sur les arbres ou dans les champs. Donc on a bien là quelque chose avec le territoire, et on l'illustre avec ce pentagone dans l'ouvrage que je viens de citer, qui permet à la fois de gérer des ressources de manière collective, que ce soit la fertilité des sols, les flux de biomasse ou les ressources hydriques, comme vous le voyez sur cette photo de paysage, qui permet d'améliorer la production quand on se met d'accord sur des règles d'utilisation, et là j'ai pris l'exemple de l'irrigation, qui permet de proposer des services. Je fais référence ici à la manière dont on arrive à construire des discours et des filières autour du lien entre produits de qualité et environnement, qui permettent d'être une ressource à part entière. C'est cette question du terroir comme marque et comme image réputationnelle qui permet de mieux vendre et de mieux générer des revenus décents, et qui permet, grâce à ces institutions et à l'action collective, de contribuer à l'élaboration des politiques publiques. Donc là, je passe vite, mais en fait, vous aviez là, vous l'aurez, le lien qui permet d'accéder encore aux ressources de la conférence que nous avions organisée début 2018 sur la notion de territoire, et sur la droite, l'un des papiers blancs pour stimuler une approche territoriale qui en avait résulté de la part des organisateurs. Alors, je bascule un petit peu et je dis, bon, maintenant qu'on a reconnu cette question de territoire, finalement, je pose comme postulat le fait que construire un pacte au niveau du territoire pour manger sain. Vous m'entendez? J'ai entendu un bruit bizarre comme si j'étais... Donc, le postulat que je vais poser, c'est que cette construction d'un pacte territorial autour du manger sain permet justement de reconstruire l'ensemble des dynamiques en matière de nutrition de santé, d'emploi décent, de crise climatique, de crise tout court et de services environnementaux, et qu'on a là une capacité d'action sur le manger sain que j'ai même à peine besoin de commenter, tant la jeune génération s'en est emparée de manière spontanée et va très vite sur cette question-là. Ce pacte au niveau du territoire, il amène aussi à éviter de polariser la situation entre, et je vais être un peu provocateur, entre les producteurs et les consommateurs, avec, vous voyez, ces caricatures-là, finalement de consommateurs urbains qui
qui prendrait tous les agriculteurs pour des empoisonneurs, et de l'autre côté, des producteurs qui traiteraient les consommateurs urbains de bobos. On ne peut pas se renvoyer la balle si on veut vraiment construire un pacte autour du manger sain. On ne peut pas uniquement polariser le débat autour de ça, mais cela revient à reconstruire un pacte entre producteurs et consommateurs autour du manger sain. Pour faire écho à ce qui s'est passé en France à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un véritable pacte politique entre la profession agricole et la société française autour du manger sain. Comment on peut, autour du manger plus, pardon, puisqu'on manquait. Comment on peut reconstruire aujourd'hui un pacte entre producteurs et consommateurs autour du manger sain et développer à partir de ce pacte des processus d'apprentissage, des processus d'innovation et de nouveaux cadres politiques. Donc finalement, cette redécouverte du local, après cette définition de 1974 par laquelle j'ai commencé, on doit s'en féliciter. Ça permet de pallier les défaillances de marché et d'État. Ça permet aussi de reconstruire la proximité entre les acteurs d'un territoire par rapport à des projets politiques d'avenir. Ça permet, enfin, troisième raison, de renouer avec la diversité. Elle n'a jamais été masquée, cette diversité. Même si on a de la pizza et même si on a des hamburgers, on a toujours vécu de diversité. Et j'avoue, quant à moi, que j'adore la cuisine et l'alimentation marocaine pour ce qu'elles ont de spécifique et que je ne trouve pas ici. Et puis, ça permet aussi de valoriser tout un tas de travaux qu'on a un peu considérés comme fantasques et marginaux, même s'ils ont fait l'objet d'une très forte conceptualisation autour des systèmes agroalimentaires localisés. Donc ça, c'est très bien. Mais il y a aussi des risques à basculer dans le tout local. Le premier risque, c'est que qui dit local ne dit pas forcément, comme je l'ai supposé tout à l'heure, ne dit pas forcément plus durable. Et on a là quelque chose à questionner et qui est assez, qu'on pourrait regarder, et en particulier dans sa dimension contre-intuitive. La seconde chose, c'est que derrière le local, il y a aussi les replis identitaires et le rejet de l'autre, le rejet de ce qui est en dehors. Et puis, on oublie très largement que le national et le global ont aussi de très grandes vertus. Et on commence à le redécouvrir en contexte d'effritement des processus de régulation et de solidarité à l'échelle internationale, ne serait-ce que prendre le fait que certains pays sortent de l'accord sur le climat, par exemple. Donc voilà, on voit bien à quel point il ne faudrait pas nous enfermer dans du local, il ne faudrait pas opposer le local et le global. Bien sûr, ils ont des fondements qui sont parfois conceptuellement irréductibles. En économie, on ne raisonne pas de la même manière en microéconomie et en macroéconomie. Et ce n'est pas forcément réductible. Et puis, on peut avoir des conceptions divergentes du monde et de son évolution. C'est logique. Mais une telle opposition entre le local et le global qu'on voit s'exprimer de plus en plus, entre des localistes et des globalistes, entre des tout-marchés et des tout-contre-marchés, eh bien, nous, dans la manière dont s'expriment les rapports de force aujourd'hui, elle nous projette soit dans une situation de procrastination, rien ne va changer, soit dans une situation de grande bascule et de révolution dont on ne sait pas vraiment aujourd'hui où elle nous amènerait. Et donc, ces rhétoriques exclusives et disqualifiantes entre, d'un côté, certains qui diabolisent les autres et de l'autre, les seconds qui dénigrent les premiers, il faut qu'on arrive à en sortir d'une certaine manière. Et le fait que le prétexte qu'il nous manque des données pour délégitimer l'autre n'est pas suffisant. Et il nous faut un peu reconstruire ce schéma politique. Et sans oublier
j'en cite quelques-unes ici, il pourrait y en avoir d'autres, que le national, l'international et le global ont des vertus également. Celle de pouvoir anticiper les pénuries, celle de pouvoir stocker, celle de pouvoir transporter d'une zone en surplus vers une autre zone en déficit, celle de limiter les pertes et gaspillages. Si on devait stocker dans toutes les régions du monde pour anticiper l'avenir, on aurait très certainement beaucoup plus de pertes et gaspillages. Celle, on l'a vu en 2008, de pouvoir, par le stockage en particulier, réguler les prix et anticiper l'hypervolatilité des prix, y compris au niveau infranational. Celle de pouvoir traiter de questions globales, le climat, la santé. Celle de pouvoir élaborer au niveau international des règles pour le commerce, pour l'accès, pour réguler la concurrence, et en particulier, suite à au rapport du HLPE dont j'ai montré la couverture tout à l'heure, de pouvoir penser que le mois prochain pourront être validées au Comité de sécurité alimentaire mondiale des directives volontaires sur les systèmes alimentaires, celles de coopération scientifique. J'ai adoré venir travailler au Maroc avec Zakaria et avec l'équipe de CIRMA, et je pense que ça m'a apporté essentiellement parce que ça me permettait de relire des situations en Europe ou en Amérique du Sud de manière différente, et celle de rempart au dramatique repli identitaire quand dans un pays du monde, malheureusement, cela arrive. Donc, oui, affirmons les vertus de cela, et pour cela, le changement d'échelle, c'est-à-dire repérer les initiatives locales pour les répliquer à grande échelle, ce n'est largement pas suffisant. Ce terme de changement d'échelle est adossé à deux mythes. D'une part, le fait que l'on pourrait avoir des études de cas et des preuves de concept que l'on répéterait, que l'on contrôlerait, que l'on répéterait à l'infini, et l'autre que le changement agricole, il s'opère d'abord et exclusivement localement, et que en multipliant ces expériences locales, on pourrait transformer le monde. C'est un double leurre. La première, c'est parce que en général, les études de cas qui sont intéressantes, elles sont réalisées en conditions idéales et elles ne sont pas toujours reproductibles en fonction parce qu'on fait souvent l'impasse sur la diversité, et quand on est une agence de développement exogène, on choisit en général les meilleurs lieux pour le faire. Et puis le second, c'est que cela fait l'impasse sur les actions qu'il faut entreprendre à d'autres échelles pour cela. Et puis je finirai par ça. Donc, comment traiter oui pour impact alimentaire territorial, oui pour nous féliciter de cette dimension du territoire, mais ne tombons pas dans le risque du changement d'échelle dont, et en plus de ça, du besoin de pouvoir, pas contraction, mais contradiction, regarder les contradictions et les arbitrages à d'autres échelles pour traiter des enjeux globaux. En fait, le futur, il est bien dans une autre capacité à tisser des actions cohérentes et complémentaires, liant l'innovation locale, le développement territorial, les politiques locales et nationales et les accords internationaux. Et le territoire, c'est peut-être une source très intéressante. Je vais utiliser un terme maintenant devenu célèbre avec la pandémie, pour contaminer, c'est-à-dire pour arriver à partir du territoire à faire valoir des valeurs, une reconstruction du monde et à la porter dans des enceintes nationales, dans des enceintes internationales, de manière à refaire le monde. Donc, tisser ces liens qui unissent ces niveaux et qui rendent les transformations possibles, parce qu'elles ne procéderont pas uniquement de la multiplication à l'infini de transformations locales. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, Zakaria. Ah, on a encore soif à t'écouter, hein. Écoute, Patrick, merci beaucoup je dirais, pour l'ensemble des ouvertures que tu nous mets. Je rappellerai ici que le groupe
d'experts de haut niveau auprès du Comité des Nations Unies dont a parlé Patrick, le HLPNE. Il a été présidé par Patrick, mais juste par modestie, il l'a pas dit. Donc, même en parlant de ça. Donc, moi, je te dirais, écoute, merci beaucoup pour l'ensemble de ces éléments. Je suis sûr que ça a été fait d'une manière très pédagogique, en tout cas, parce que pour les doctorants, etc., c'était très important de voir cette historicité aussi je dirais, des enjeux globaux. Sans trop tarder, peut-être, on échangera avec toi peut-être les premières questions des collègues qui voudraient aussi discuter avec toi et entendre aussi ton retour. Je prendrai la première question, je vais la transmettre. Je suis désolé pour les collègues qui nous écoutent. On a choisi de prendre les questions sous les commentaires juste pour éviter la perte de temps entre les micros, etc. Donc, on est vraiment désolé pour ça. Donc, première question. Alors, si vous avez à résumer des préconisations, recommandations pour assurer une sécurité alimentaire, que diriez-vous en tenant en considération les transformations des systèmes alimentaires et le fait de produire plus n'est pas une solution. Ici, l'agroécologie peut-elle jouer un rôle en termes de sécurité alimentaire? Une deuxième question qui va aussi dans le même sens. Dans quelle mesure peut-on considérer l'agroécologie comme vecteur de la sécurité alimentaire? Voilà, ça c'est un premier palier, je dirais. Tu préfères que je te mentionne un peu un paquet de questions et après on reviendra si nécessaire. Alors, une deuxième question serait, comme l'idée de produire plus n'était qu'une erreur et que la qualité reste une condition essentielle de la sécurité alimentaire, sans oublier les questions environnementales et climatiques, dans quelle mesure peut-on considérer l'agroécologie comme vecteur de la sécurité alimentaire? Est-ce que le contexte... Ouais, tu peux aussi... Vas-y. Ouais, Est-ce que vas-y. le contexte économique, social et politique au Maroc permet d'exporter des paradigmes comme la multifonctionnalité et le pacte alimentaire? Cela est dit aussi dans le sens que les modèles voyagent, mais pas les expériences. Et peut-on établir un lien entre agriculture durable et énergie renouvelable? Tu notes, hein, parce qu'on a un journal de questions. Oui, je note. Je ne regarde plus là, mais je note. Je fais que noter, c'est riche et beaucoup. La relation entre les politiques publiques et la multifonctionnalité agricole et le territoire. C'est une question, même sans point d'interrogation. Et pouvez-vous rappeler les trois fardeaux? Dans l'intervention, vous avez parlé de trois fardeaux en expliquant que la sécurité alimentaire n'est pas uniquement une question de produire plus. Voilà. Pour l'instant, il y a ça. Hein. D'accord. Ça fait déjà beaucoup. Donc, je vais essayer, je vais le faire plutôt de manière transversale. Et puis, à la limite, vous me direz, comme on a encore un peu de temps, ce que je vois, hein, vous me direz si jamais j'ai pas répondu. Et puis, en fait, pour certaines réponses, c'est plus aussi entre vous et que le dialogue doit s'instaurer et pas uniquement de manière bilatérale avec moi. Ça, c'est le problème du Zoom où je suis tout seul face à vous qui êtes 48. C'est pas uniquement comme ça. La réalité n'est pas uniquement comme ça. Moi, je commencerai peut-être par le plus facile parce que c'est une question très précise. C'est les trois fardeaux. Les trois fardeaux, en fait, c'est le déficit la carence protéino-énergétique. Hein, donc, c'est je ne mange pas assez. C'est la sous-nutrition qui se mesure par deux indicateurs, enfin deux processus que les nutritionnistes et les ceux qui font de l'anthropométrie nutritionnelle connaissent bien, qui sont ce qu'on appelle le wasting et le stunting. Donc, le stunting, c'est le retard de croissance.
c'est-à-dire que ma taille n'est pas adéquate statistiquement, hein, par rapport à mon âge, et donc du coup ça traduit une sous-nutrition chronique, et ce qu'on appelle le wasting, qui est que mon poids est en retard par rapport à soit ma taille, soit mon âge, et qui traduit une sous-nutrition aiguë, retard de poids ou retard de taille. Donc ça, c'est le premier fardeau, c'est une carence protéino-énergétique. La deuxième, c'est une carence en micronutriments spécifiques. Donc, je manque de vitamine A et du coup, j'ai des problèmes de cécité, par exemple. Et puis, le troisième problème nutritionnel, le troisième fardeau, c'est l'explosion du nombre de personnes en surpoids et surtout en obésité, en situation d'obésité. Donc, c'est ça qu'on appelle les trois fardeaux de la malnutrition par rapport à la sécurité alimentaire. Alors après, par rapport au qu'est-ce que je préconiserais? Non, je voudrais d'abord revenir sur une chose. Je n'ai jamais dit, et je ne le pense pas, que produire plus était une erreur. Je n'ose pas imaginer ce qui serait passé si nous n'avions pas été capables de produire plus. Je dis juste qu'il y a plusieurs trajectoires pour produire plus, que cette question, elle reste essentielle pour le futur en cas de crise climatique ou de crise sanitaire. Il faut continuer à savoir comment produire plus. Mais il y a deux choses que j'ai dit avec ça. C'est que, un, c'est largement pas suffisant et que l'agriculture est embarquée dans des équations complexes où il ne s'agit pas uniquement de produire plus. Et l'autre, c'est qu'on attend, nous, socialement, d'autres choses et la résolution de problèmes qui vont avec. Donc voilà, je voudrais défaire cette impression que je puisse avoir dit que c'était une erreur. Et on l'a fait, tant mieux qu'on l'a fait. On l'a fait probablement avec des effets indésirables dont on mesure aujourd'hui seulement la portée, on n'en avait pas conscience. Et l'enjeu pour demain, c'est de se dire comment on peut retirer ces effets indésirables et dans le même temps, reconsidérer l'agriculture comme à la source de production multiple qui concerne la société, la nutrition, la santé, l'environnement. Et donc, on revient bien là sur d'autres questions qui ont été abordées, sur cette question de la multifonctionnalité. La multifonctionnalité, elle a émergé dans les années 80 et elle s'est formalisée au début des années 90 d'une certaine manière pour dire ça, pour dire attention, attention, l'agriculture, elle n'est pas là uniquement pour produire plus. Elle a aussi d'autres fonctions au sein de la société. Et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer. Et à un moment donné, la notion de multifonctionnalité, elle s'est trouvée embarquée dans les bagarres qui ont suivi le cycle de Marrakech au niveau du GATT, puis de l'Organisation mondiale du commerce, parce que certains pays, et ils n'avaient pas toujours tort, ont accusé d'autres de profiter de ce vocable de multifonctionnalité pour subventionner la production ou pour subventionner l'exportation d'une manière qui n'était pas compatible avec les lois à l'époque, les règles à l'époque de l'Organisation mondiale du commerce. Donc en fait, rapidement, à partir des années 99, 2000, 2001, ce concept émergent de multifonctionnalité a été banni, a été mis au placard parce qu'il était incompatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce alors, et en particulier banni par les organisations internationales. Et c'était une vraie bagarre plutôt autour du commerce que de reconnaître si ou pas il y avait multifonctionnalité de l'agriculture. Et puis petit à petit, en particulier dans un rapport de la Banque mondiale en 2008, puis
de l'IASTD, un exercice d'expertise collégiale sur le secteur agricole, on a commencé timidement à reparler des fonctions multiples de l'agriculture. Il ne fallait pas utiliser ce mot tabou de multifonctionnalité. Donc, on a parlé de fonctions multiples ou de rôles multiples. À un moment donné, la FAO a parlé de rôles multiples. Aujourd'hui, je pense que le consensus, il se réinstalle et il est indépendant de ce qui se joue dans les enceintes de l'Organisation mondiale du commerce. Il y a une vraie question autour du commerce, et en particulier comment on reconnaît, comment on donne une valeur ou pas, comment on monétarise ou pas, quel est le vrai prix de l'alimentation dès lors qu'on tient compte des externalités. Il y a des vraies questions qui sont liées aux politiques au niveau national, aux politiques et aux règles, au cadre réglementaire au niveau international autour du commerce, mais aussi autour des politiques d'appui au secteur économique, en particulier à l'agriculture. Donc, on va accepter cette question aujourd'hui de plus en plus de la multifonctionnalité. Elle réapparaît. Elle va réapparaître sous d'autres vocables. Quand on va parler de la rémunération des services environnementaux, on parle bien de la même chose. On parle bien de la capacité à reconnaître, voire à rémunérer quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la production alimentaire. Donc, à quelqu'un qui posait la question de l'exportation au Maroc de ce paradigme-là, je pense que c'est même plus qu'une exportation. Je pense qu'on a là quelque chose qui est d'ordre mondial et qui est assez facile à reconnaître partout. Et qu'on n'a même pas besoin de parler d'exportation de paradigme. C'est pour moi un fait qui est après nié ou pas par certains pour d'autres raisons, pour des raisons d'intérêt économique, d'intérêt politique, mais on n'a pas besoin de parler d'un paradigme qui s'exporte ou qui ne s'exporte pas. Et il est même pour moi, pour le peu que je connaisse de la situation marocaine, valable tout autant pour faire référence au plan Maroc vert, tout autant dans les zones dites, entre guillemets, là je réutilise des termes de mon pays, dans les zones dites marginales, que dans les zones de grande culture. On va revoir des fonctions multiples qui se jouent, y compris, si on prend l'exemple de la gestion de l'eau, l'exemple de la capacité à générer de l'emploi et de la cohésion territoriale, ça se joue aussi dans les grands périmètres irrigués, dans les zones de grande culture. Et quelqu'un avait associé ça à la manière dont on peut ou pas exporter des expériences. Alors ça, par contre, je trouve que c'est intéressant, l'exporter des expériences. On ne va pas les reproduire à l'identique ailleurs, les expériences, ça c'est clair, elles sont spécifiques. N'empêche qu'on peut toujours apprendre des expériences qui sont conduites ailleurs. Cela permet de se décentrer et de mieux comprendre quels sont les choix qu'on fait chez nous, parce qu'on a mieux compris les choix qu'on fait ailleurs. Et cette capacité à confronter des expériences, on n'est pas sur l'exportation d'expériences, on est sur la confrontation d'expériences qui permet de mieux comprendre. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, est-ce que moi, je vais préconiser des choses? Je m'en regarderai bien, surtout dans un pays qui n'est pas le mien. Donc, je ne vous dirai pas ce qu'il faut faire en termes politiques au Maroc. On est bien sur la manière dont différents acteurs avec différentes positions et différents intérêts vont arriver à construire localement, comme au niveau des provinces et des régions, comme au niveau des pays, un pacte, et un pacte autour de ça veut dire quoi manger sain chez nous, et quelles sont du coup les fonctions et les outils dont on se dote pour pouvoir le faire, ou alors pour pouvoir arbitrer entre ce qui se fait dans différentes régions. Et par rapport à ça, sur l'agroécologie, plusieurs questions ont été posées sur l'agroécologie. Je vais répondre de manière courte, mais vous pouvez aussi voir un des derniers rapports du HLPE qui est sur l'agroécologie. Si vous tapez Google sur agroécologie, et qui a le mérite de confronter l'agroécologie à d'autres sujets, et en particulier parce qu'effectivement, dans le monde international, c'est souvent vu de manière très, très controversée.
Et on aurait tendance à penser l'agroécologie, c'est le rejet des intrants modernes, c'est le rejet de la technologie, c'est le rejet de l'agriculture moderne. Et au contraire, ça s'oppose à une agriculture intensive. Bon, ben, vous pourrez voir si vous regardez ce rapport que l'agroécologie, en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça peut être conçu dans une bagarre politique. Mais pour moi, c'est pas ça. L'agroécologie, c'est retrouver des principes de fonctionnement de l'agriculture qui misent sur la redécouverte des cycles écologiques et la prise en compte des cycles écologiques, le bouclage de ces cycles écologiques, la réduction des pertes et gaspillages, le fait de repenser et de reconnecter autrement l'acte de produire et l'acte de consommer. Et donc, effectivement, si on conçoit l'agroécologie comme ça et pas comme une opposition à une agriculture moderne, et ben, dans ce cas-là, oui, on peut bien évidemment, les premières évidences le montrent, non seulement acquérir des niveaux de productivité très importants, nourrir la planète, mais dans le même temps, il nous manque beaucoup de connaissances pour pouvoir l'affirmer complètement. Parce que ces branches-là de la recherche et de la pratique ont été globalement très, très maîtrisées, négligées dans le passé. Bon, il me semble que j'ai encore deux petits points à élucider. Multifonctionnalité, territoire et politique publique. Si je les mets en confrontation, multifonctionnalité, ce serait justement quelque chose qui est de l'ordre de la réalité des faits à reconnaître et à affirmer dans le pacte qu'on peut tisser au niveau d'un territoire et qu'on peut du coup porter en politique pour élaborer des politiques publiques, que ce soit au niveau de ce territoire, une autre juridiction ou du pays. Et donc, c'est bien en reconnaissant la multifonctionnalité et en s'appuyant, en s'adossant aux dynamiques territoriales qu'on peut penser ces politiques publiques qui soient adaptées à chaque cas de figure et qui permettent en même temps d'arbitrer au sein d'une juridiction. Et puis, sur la question de lien à l'énergie, en fait, alors je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris, mais ce que j'en ai compris, c'est comment se joue ce lien. Ben, on voit en fait qu'il se joue de manière très, très différente d'un pays à l'autre. Dans certains pays, l'énergie et l'utilisation énergétique de la biomasse alimentaire va être en concurrence avec l'utilisation alimentaire, alors que dans d'autres pays, ça va être complètement en complémentarité. Et en fait, il faut aller beaucoup plus avant et traiter cette question de manière fine en se disant quelle source d'énergie, comment et pour quelle source de production, quelle forme de production agricole. Et là encore, c'est pas pour botter en touche, mais sinon je suis reparti pour un quart d'heure. Là aussi, il y a un rapport, je sais plus si c'est le numéro 8 du HLPE, je crois, qui montre bien comment cette question, cette équation complexe est différente d'un pays à l'autre. Parfait, très bien, Patrick, merci beaucoup. Pour une deuxième valse de questions, si j'ose dire. Alors, lors de la crise sanitaire, comment, à votre avis, les pays qui n'ont pas eu d'autosuffisance alimentaire ont pu passer le cap? Je pense que ça fait référence à votre retour sur l'expérience Covid. Une autre question serait relative à la mise en place des grands projets dans le cadre du plan Maroc Vert, dans des territoires où il y a une pénurie d'eau souterraine notamment. Peut-on dire que tel type de stratégie qui repose sur la grande productivité pour aboutir à une sécurité alimentaire et pour conquérir les marchés mondiaux peuvent-elles garantir une durabilité environnementale? Donc, comment concilier en fait productivité et surexploitation des ressources souterraines? Une autre question serait sur les questions court terme, moyen terme, notamment pour l'autosuffisance alimentaire en termes de nutrition pour les pays dits pauvres et qui serait un besoin à court terme par rapport à la question environnementale qui se poserait à long terme, par exemple. L'urgence dans le court terme et moyen terme, je pense que je l'ai dit.
Alors, dans le cas de surproduction alimentaire, pourquoi ce surplus ne sert pas à une éventuelle paix nutritionnelle mondiale? Je pense que c'est de la géostratégie et Patrick va rester là pendant 2 heures. Dans les cas de sur... Alors, première recommandation émise concernant le gaspillage alimentaire pour pouvoir une distribution équilibrée des aliments et comment résoudre le dilemme des agriculteurs à substituer les pesticides perturbateurs endocriniens et continuer à produire plus. Que pouvez-vous nous dire par rapport au gaspillage alimentaire, toujours, pour pouvoir une distribution équilibrée des aliments? Comment résoudre le dilemme? Je pense que je l'ai déjà dit. Comment expliquez-vous que la fonction nutritionnelle de l'agriculture reste bien estimée sans pour autant impacter positivement l'évolution de l'emploi décent agricole? Et quel est le poids, Karima Boudedja, notre amie d'Algérie, bienvenue, marhaba bik. Quel est le poids des questions géopolitiques et ne risque-t-elle pas de menacer la sécurité alimentaire dans certaines régions du monde et créer des tensions sur des facteurs de production comme l'eau et les semences, ce qui favoriserait le repli sur soi? Mhm. Quel est le poids des questions géopolitiques? Ça, je l'ai dit. Et je pense que c'est bon. Il y a juste une dernière remarque. Le problème du Maroc est, à mon avis, de volonté politique et de manque de synergie entre les différents intervenants au monde rural. On a beau légiférer à imaginer tous les scénarios possibles pour assurer une sécurité alimentaire, produire plus ou même manger sain, ça ne marche toujours pas. 2 exemples flagrants dans ce sens, ce sont les abattoirs et les marchés de gros. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour des questions. Ouais, je pense que la dernière question rejoint aussi le rôle des politiques publiques, hein. Donc, voilà, à toi la parole. Et Merci. j'ai oublié de dire aussi que tous les intervenants, tous ceux qui ont posé des questions, te remercient et remercient les organisateurs. Voilà, pour être poli. Bon, merci effectivement, parce que c'est très stimulant. Je vais effectivement rester 2 heures de plus. Ou plutôt, vous allez rester 2 heures de plus pour en Comme tout le monde discuter, est parce que confiné. en plus, comme tout le monde est confiné, c'est plus simple. Mais effectivement, je ne voudrais pas être le seul à discuter de tout ça. Ce qui est important aussi, c'est que vous puissiez, vous, continuer à en discuter tout autant que d'en discuter, avec moi. Et les questions sont effectivement à la fois précises et très larges. Donc, du coup, ça me permet aussi de dire des bêtises et vous de me reprendre, mais au-delà des bêtises que je dirais, ou de ce sur quoi vous serez d'accord ou pas d'accord, encore une fois, ce qui est important là, c'est que vous puissiez profiter de ça pour générer du dialogue entre vous. Bon, est-ce que je vais recommencer à partir de ce que j'ai noté de la fin. Est-ce que le problème au Maroc serait pas celui de la volonté politique et de la difficulté à trouver des synergies? C'est un problème qui se pose de la même manière dans tous les pays du monde. Et ce dont on a parlé là, l'ensemble des questions dont on a parlé là, elle est bien celle de la capacité qu'on a ou qu'on n'a pas, en fonction des régimes politiques, à construire des accords au niveau social. Des accords qui permettent d'engager dans des régimes qui ont des marques d'autorité différentes, mais de se mettre d'accord sur un projet pour le futur. Et le développement durable, finalement, ce n'est rien d'autre que de se réinventer une capacité collective à avoir un projet commun pour le futur. On vient de sociétés où, en fait, l'horizon du futur, il était
parce qu'il y avait le risque de la guerre, le risque de la famine, le risque de la maladie, d'être capable de renouveler le lendemain et d'être capable de maintenir les valeurs de l'ancienne société. Et puis, tout d'un coup, on est passé à une société, celle du progrès, où l'avenir était nécessairement meilleur et porteur d'un bien-être global. Et puis, on s'est remis à se dire, ah ben, non, il n'y a plus de futur, c'est uniquement immédiat. Hein, c'est le drame de ces années en ce moment. On est dans l'immédiateté permanente. Le développement durable, c'est cette capacité à se réinventer, une capacité d'avoir un pacte social pour le futur en construisant sur la base du passé. Non pas en idéalisant uniquement le futur, non pas en le détruisant, et non pas en idéalisant uniquement le passé. Et donc, cette question-là, elle est la même partout, mais ce n'est pas qu'au Maroc, et c'est d'autant plus difficile à construire qu'il y a une perte de confiance dans les autorités, dans la capacité des autorités politiques à le faire, et que quand il n'y a pas d'espace pour que ces pactes puissent s'opérer et se construire. Et on revient bien sur cette question du pacte et de la construction d'un projet d'ensemble. Alors, par rapport à ça, les questions géopolitiques, oui, elles sont premières et majeures, mais ce n'est pas une redécouverte, c'est ça depuis la nuit des temps. Et l'ensemble de nos sociétés s'est bien construite sur cette question géopolitique et en particulier de l'alimentation. Les empires, au départ, c'était pour lutter contre la famine. Et la guerre était un moyen de construire des empires pour lutter contre la famine. La famine, accumuler les richesses, prévoir l'avenir. Et quand Castro, dans les années 50-60 au Brésil, parle de la géographie de la faim, on est bien là sur l'affirmation d'une question géopolitique qui est au cœur de la construction des politiques publiques et des projets d'avenir. Donc, il ne faut pas avoir peur qu'on retombe là-dessus. Il faut l'assumer complètement. C'est une question géopolitique. Et elle mérite d'être restée comme une question géopolitique. Donc, à nous de construire les pactes qui feront de cette question ce qu'on a envie qu'elle soit pour le futur. Et si possible, en tout cas là, je suis un militant normatif par rapport à ça, si possible qu'elle soit porteuse de développement durable. Alors, quelqu'un a posé la question par rapport à ça du lien entre nutrition, alimentation et emploi. Et effectivement, on a tendance, dans le produire plus et dans le leitmotiv produire plus, on a tendance à penser qu'en produisant plus, les paysans qui en vivent gagneront plus, que ça contribuera à de l'emploi décent, à du bien-être et à éliminer les problèmes nutritionnels. Et on voit que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas forcément analogie entre produire plus, l'emploi et la question nutritionnelle. Deux exemples. En Bretagne, donc dans mon pays, les crises en Bretagne montrent bien que le fait de produire plus n'est pas nécessairement synonyme d'emploi décent. Et puis un autre exemple, c'est au Mali, où mes collègues parlent du paradoxe de Sikasso. Sikasso, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le cœur du bassin cotonnier, donc de la zone riche agricole au Mali, là où il y a eu la plus grosse croissance agricole. C'est dans la même région qu'on observe les taux de sous-nutrition les plus importants. Et en particulier parce que la question du coton, qui a permis le boom économique de la région, c'est aussi accompagné d'une distribution très inégalitaire des revenus et qu'une bonne partie de la population vit dans une marginalité, une pauvreté, une paupérisation importante. Donc, il faut, dans certains cas, ce sera vrai, dans d'autres, je ne dis pas que c'est jamais vrai. Dans d'autres, ce ne sera pas vrai. Et donc, il faut réinterroger la manière dont, par les politiques publiques et par les mesures d'accompagnement, on peut faire en sorte que les transformations agricoles se traduisent effectivement non seulement par des capacités nutritionnelles, mais aussi
par des emplois décents. Et ce n'est pas forcément la même chose. Et c'est là où on arrive c'est pour ça que je ne voulais pas émettre de prescription, à des arbitrages extrêmement complexes, qui non seulement mettent les différents secteurs éventuellement en opposition, qui mettent les différentes catégories socio-professionnelles en opposition, qui mettent le court terme et le long terme, comme ça a été dit, demandé par une question, en opposition, qui mettent ce qui se passe dans une région avec ce qui se passe dans une autre région en concurrence, qui mettent en concurrence une ressource comme celle de l'eau, quelqu'un y a fait référence, ou qui mettent des agriculteurs de pays différents en concurrence. Que ce soit les agriculteurs marocains qui vont se plaindre de la concurrence d'autres secteurs productifs, soit d'une autre région, soit d'un autre pays, ou des agriculteurs du sud de la France qui vont se plaindre de l'importation des produits marocains ou de l'importation des produits d'Amérique du Sud, on voit bien que, en fait, les politiques nationales et les cadres régionaux, ils ont à se donner comme rôle principal celui des arbitrages, et que ces arbitrages sont des constructions politiques qui ne vont pas de soi, et qui vont d'autant moins de soi qu'elles sont l'expression des rapports de force entre le court terme et le long terme, entre une région de la planète et l'autre région de la planète, ou une région du pays et l'autre région du pays, entre différents secteurs d'activité et entre l'usage concurrentiel des ressources. Quelqu'un a cité celui de l'eau par rapport au plan Maroc Vert. Moi, je connais trop peu le plan Maroc Vert. Je peux donner un exemple qui est souvent cité dans la littérature. C'est celui de l'utilisation des ressources hydriques dans la vallée du Jourdain, en Jordanie, pour produire de la banane, et qui est hautement subventionné par l'État jordanien. Est-ce que, et avec une ressource qui est en concurrence avec l'utilisation de l'eau dans la ville de Amman. Donc, en fait, comment s'exercent ces processus de concurrence pour l'utilisation de la ressource en eau et pour l'utilisation pour la production par rapport aux besoins de la société, c'est bien cette question à la fois qu'il faut se poser, à la fois que je suis pas légitime, moi, citoyen français, pour répondre dans d'autres parties du monde. Je peux juste voir comment elle s'exerce là, ou comment elle s'exerce, y compris dans d'autres régions françaises, où on peut se dire, est-ce qu'il faut que l'eau et les ressources hydriques servent à produire du maïs dans des régions qui n'ont pas forcément le climat ou les conditions pour le faire, alors qu'on peut s'approvisionner par ailleurs. Voilà des questions qu'il est légitime de poser en tant que scientifique, et il est surtout important de partager avec les différents acteurs en présence et avec les politiques pour que se construisent des pactes autour des fonctions jugées préférentielles et jugées prioritaires dans une société donnée. Et j'ai encore 3 petites questions que je n'ai pas abordées par rapport à ça. La pénurie d'aliments, en fait, il n'y a pas eu vraiment de pénurie d'aliments à l'occasion de la pandémie. En tout cas, pas que ça me soit rapporté. Ou alors, il y a des problèmes d'accès à l'alimentation et des pénuries, mais pour d'autres raisons que la pandémie, aujourd'hui en tout cas. Et ils ne sont pas de l'ordre de la pénurie, contrairement à ce qu'on a pu craindre à un moment donné. Et les problèmes aujourd'hui sont plutôt de l'ordre du conflit, de la difficulté d'accès économique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas pénurie demain. Mais voilà, on n'a pas constaté, que je sache, de problème de ce point de vue-là. La question des gaspillages, c'est vrai que globalement, au niveau de la planète et au niveau des différents pays, on constate, c'est les chiffres qui circulent, hein, certains les critiquent, mais globalement, on constate que partout, on a à peu près 30 à 40, des fois ça monte à 50% de pertes et gaspillages. Très souvent, dans les pays dits développés, les pertes et gaspillages sont proches du consommateur, entre la grande distribution et le consommateur. Ils sont plus proches de la production et entre l'exploitation agricole et la grande distribution.
ou la distribution tout court dans les pays dits en développement ou liés à un manque d'infrastructures, que ce soit le froid ou les routes. C'est pas que je fasse uniquement de la propagande pour le HLPE, mais c'est aussi parce que je trouve ce rapport particulièrement bien fait. Il y a un rapport sur les pertes et gaspillages toujours du HLPE. Il est particulièrement bien fait parce qu'il montre en fait comment la question des pertes et gaspillages, elle est différente dans chacun des pays et elle résulte de facteurs qui sont des facteurs locaux, des facteurs nationaux et des facteurs macro, ce qu'on appelle macro, méso et micro-facteurs. Et elle montre bien comment ça s'imbrique de manière différente dans chacun des pays, entre nous et en le revoyant autrement. Mais ça, la jeune génération, pareil, elle y pense et elle le voit. Si on se dit, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans l'exposé, mais si on se dit qu'il y a 30% de pertes et gaspillage partout, il y a quand même une marge de progrès pour augmenter le disponible qui ne passe pas nécessairement par l'augmentation de la production. Et l'augmentation de la production, il doit être mis en perspective avec la diminution bien évidemment, des pertes et gaspillages. Mais surtout, ce rapport, il nous montre à quel point le traitement d'un problème, qui est un problème global, perte et gaspillage, doit se traiter de manière spécifique et différente au Maroc, en France, au Burkina Faso ou en Afrique du Sud. Et que pour le traiter en Afrique du Sud, on va jouer sur des actions locales, des politiques nationales et un contexte international. Que cet agencement-là ne va pas être le même en France ou au Maroc. Et puis enfin, pour produire plus et sans pesticides, c'est une question extrêmement chaude et complexe. Je ne sais pas si vous avez suivi au Maroc le débat sur le néonicotinoïde en France, où tout le monde, dans un premier temps, a dit il n'en faut plus, et ça a été un engagement d'abord ministériel, puis gouvernemental, et puis pour se dire après, on ne peut pas s'en passer parce qu'il faut nous permettre d'avoir des alternatives, sinon on ne produit plus rien. Donc on va l'autoriser encore pendant un petit moment, le temps de trouver des alternatives. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin, et c'est là que ça renvoie à l'agroécologie, de remettre sur le devant de la table des pratiques et des techniques et des technologies qui nous permettent effectivement de diminuer le recours aux intrants chimiques de synthèse dont on décrit les effets secondaires. Je n'ai pas dit d'éliminer, mais de limiter et d'utiliser une gamme et un panel de pratiques qui jouent sur les prédateurs naturels, qui jouent sur ce que mes collègues appellent push-pull et que certains d'entre vous doivent connaître très bien, qui jouent sur les cycles écologiques, qui jouent sur la capacité à organiser dans l'espace les cultures et l'élevage pour diminuer la pression des pestes et des prédateurs. Voilà, tout un tas de ressources technologiques qui sont en fait la base de la redécouverte de l'agroécologie et qui nous permettrait probablement de limiter grandement le recours aux intrants chimiques. D'ailleurs, les industriels sont les premiers qui produisent ces produits-là, sont les premiers à s'en rendre compte et à s'être engagés eux aussi très fortement dans une recherche et dans la solution, dans la recherche d'alternatives. Je crois que j'ai balayé un peu toutes les questions, Parfait. mais je ne suis pas absolument certain. Largement même. Écoute, Patrick, on ne voudrait pas abuser aussi de ta générosité. Il y a bien sûr d'autres questions et là, il faut savoir arrêter pour qu'on te laisse aussi respirer après une longue journée. Et je te dirais à mon nom et à ceux des organisateurs, Habiba Mazouni, Hind Ftouhi, merci beaucoup. Je te remercie aussi au nom de tous les collègues qui ont assisté. Il y a parmi eux des gens que tu connais, Mustafa Raj, Hassan Kmoun aussi, donc qui te salue par le passage. Au nom de Laboratoire LAD6 et du CRES, on te remercie beaucoup aussi pour cette belle intervention.
Et on se dit à bientôt avec toi et à bientôt aussi pour le prochain séminaire qui est prévu le mardi 16 février pour ceux qui sont intéressés avec Madame Annabelle Oudrey. Merci Patrick. Pour ce qui me concerne, un grand merci et à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup Patrick. Merci, à bientôt tout le monde.